Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à ce deuxième rendez-vous IA et RH du groupe de travail du Hub France-IA. Donc, le Hub France-IA, qu'est-ce que c'est? C'est une association à but non lucratif dont l'objectif est d'aider ses membres à faire le meilleur usage possible de l'IA. On est vraiment donc dans le domaine de l'IA appliquée avec l'ambition de disséminer l'IA dans l'ensemble de l'écosystème économique et de la société. Le deuxième objectif du hub, évidemment, c'est d'articuler l'IA française à l'échelle européenne pour potentiellement contribuer à des alternatives aux solutions dominantes actuelles. Voilà. Alors, le hub agit beaucoup à travers ses groupes de travail, puisqu'on n'est pas un think tank, on est un do tank. Et dans ces groupes, les membres se retrouvent pour produire collectivement un livrable. Et parmi ces groupes de travail, nous avons donc le groupe de travail RH, qui est pour nous très, très important. Alors, pourquoi est-il important? J'ai le plaisir d'accueillir Bruno Berstel, donc Bonjour. CTO de Decision Brain, qui va nous brosser un petit peu le paysage de l'IA pour les RH. Donc, Bruno, pourquoi s'intéresser à l'IA pour les RH? Pourquoi l'IA pour les RH? Je vois essentiellement deux raisons. Une première raison qui est comme assez liée à la spécificité du département RH au sein de l'entreprise. Parce que le département RH, on sait bien qu'il est à la croisée des chemins, il parle à tous les autres services de l'entreprise. Aussi, il a un rôle d'accompagnement de toutes celles et ceux qui travaillent dans l'entreprise, que ce soit les managers, les gens de terrain, tout ça. Et donc justement, à cause de ce rôle et du fait que l'intelligence artificielle va petit à petit, ici et là, toucher tous les métiers de l'entreprise, potentiellement en tout cas, et je pense que l'IA et non, les RH ont justement ce rôle de promoteur, ou en tout cas, ils ont ce rôle d'accompagnement qui fait qu'il est important que même sans aller jusqu'à parler encore de l'application de l'IA dans les RH, c'est important que les RH soient acculturés à l'IA de façon qu'ils puissent être proactifs et non pas réactifs face à ce phénomène qui, comme je disais, potentiellement pourrait petit à petit toucher tous les métiers d'une entreprise. Tout à fait. C'est vrai que dès qu'on passe de la preuve de concept isolée, de tentative d'appliquer l'IA à un sujet métier dans une direction un petit peu isolée, dès qu'on essaye d'industrialiser, les RH doivent accompagner ce mouvement d'appropriation globale. Oui, parce que c'est un phénomène qui s'accompagne d'un changement dans la façon de travailler souvent. Et c'est pour ça que c'est pas rare que souvent même recommandé que les projets d'IA, comme les projets d'informatisation en général, soient accompagnés d'une démarche d'accompagnement au changement. Et donc c'est clair que les RH ont un rôle important à jouer. Et alors Mmh, si on s'intéresse au cas où là on cherche à appliquer l'IA dans les tout à RH, fait. à ce moment-là, je dirais il y a les raisons générales de s'intéresser à appliquer l'IA dans un métier, ou même l'informatique dans un métier qu'on connaît bien, qui sont alléger les humains de toutes les tâches fastidieuses et où ils apportent pas forcément une valeur ajoutée énorme, et symétriquement laisser à l'informatique les tâches où on sait qu'elle est performante, typiquement traiter des grands volumes de données. Quand les problèmes passent à une taille grande, on sait bien qu'une personne tout seul, même avec une feuille Excel, elle va avoir un moment où elle va atteindre des limites. Et aussi faire des tâches répétitives, notamment calculatoires, parce qu'on peut faire confiance là-dessus à la machine pour ne pas faire d'erreur de calcul. Donc, c'est les deux grands principaux bénéfices. Mais c'est un peu la répartition classique. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quand même un risque que la machine, donc l'IA, remplace complètement l'humain, Alors, y compris dans le domaine des c'est vrai que RH? c'est vrai que ce que je viens d'exposer, c'est la division classique du travail entre l'humain et la machine. Au-delà du risque, on peut même se poser la question est-ce qu'il y a une volonté que l'IA remplace l'humain? C'est ce qu'on voit dans pas mal de scénarios de science-fiction. Alors, de ce qu'on peut voir, quand on regarde les applications de l'IA au RH qu'on a pu rencontrer au sein du groupe de travail, au sein du hub, ou dans nos discussions avec des gens à l'extérieur, avec l'exception notable des chatbots, mais je crois qu'on va y revenir, on n'est pas du tout dans un scénario de remplacement
des personnes humaines par des intelligences artificielles. On est beaucoup plus dans un scénario d'accompagnement, d'augmentation d'intelligence, d'aide à la décision et de fournir des, comment dire, c'est ça, des recommandations qui vont aider les professionnels des RH à faire le travail. Et ça, qu'on parle des deux grandes familles de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'en intelligence artificielle, il y a plusieurs familles de technologies qui existent. Si on prend les deux dominantes aujourd'hui, c'est celle qui est plus tournée vers les données avec le machine learning, data science et tout ça, celle qui est plus tournée vers les modèles avec tout ce qui est optimisation combinatoire, dans une certaine mesure, les systèmes à base de connaissances et tout ça. Et si on regarde par exemple celles qui sont plus data-centric, comme au sein du groupe de travail NeoBrain ou Palm et Covitra qui ont plus récemment rejoint le hub, euh, font du machine learning, ils font de l'intelligence artificielle data-centric, et ils ont toutes fait une proposition qui est on va vous fournir des recommandations, on va vous assister dans votre tâche, et ça laisse complètement à l'humain son expertise métier, en fait. Tout à fait. C'est vrai qu'on a vraiment à cœur au sein du groupe de laisser l'humain au centre de la décision, et on va donc travailler en effet tous les scénarios d'hybridation homme-machine. Et alors, chez Decision Brain, ça se passe comment ce sujet-là? Vous l'abordez comment? Vous le présentez comment à vos clients? Alors, chez Decision Brain, nous, on est une activité qui est plutôt model-centric en termes de famille d'IA, c'est-à-dire que on fabrique des logiciels qui reposent sur des technos de maths avancées, recherche opérationnelle, MIP, recherche locale, des choses comme ça, avec parfois une part de prédictif. Donc, on va utiliser du machine learning, de la data science et tout ça. Notre corpus historique, il vient des maths avancées. Les solutions qu'on fournit, ce sont vraiment des solutions d'aide à la décision. C'est-à-dire qu'on va avoir un... Oui. Je vois que l'écran bouge. Je vais Pas continuer à parler. continue. On va fournir chez Decision Brain des solutions d'aide à la décision qui sont là pour accompagner les experts métiers. Et alors peut-être notre approche un peu originale du point de vue du service rendu aux ressources humaines, c'est qu'on cherche à briser les silos entre les fonctions de l'entreprise. Et là, on retombe sur le rôle central des RH qui parle à tout le monde et qui est à la croisée des chemins de tous les services de l'entreprise. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, qui est un exemple de Strategic Workforce Planning, le nouveau nom de la GPEC. Si dans un problème comme ça, on cherche à planifier les embauches, ou au moins la variation de la masse du personnel. On cherche aussi à planifier les formations. C'est la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences. Et c'est une question qui intéresse les RH parce que c'est clairement, ça fait partie de leur mission. Mais tout seul, ils sont un peu démunis. C'est aussi une question qui intéresse le terrain, mais pas du même point de vue. C'est-à-dire que le terrain, lui, son souci, c'est je veux à l'instant T avoir le nombre suffisant de personnes pour faire le travail avec les compétences adéquates. Alors, donc on voit que là, qu'il y a deux points de vue différents, mais sur une même problématique. Et si je prends un exemple d'un projet qu'on a fait récemment, on a travaillé pour une boîte qui s'appelle Vivetic, qui est une boîte qui gère des centres d'appel, avec des clients qui sont des grosses entreprises qui, justement, leur délèguent la tâche du centre d'appel, qui sont des clients qui, à la fois, sont présents partout dans le monde et qui, parfois, même leur demandent d'assurer un service 24 heures sur 24. Donc, ils ont des centres en France, à Paris, à Toulouse, et ils ont des centres à Madagascar. Et ils gèrent 2500 personnes, donc avec une problématique de 24 heures sur 24. Ce qu'ils nous ont demandé au départ, c'était de les aider à fabriquer un plan à une grosse maille du mois sur l'année, puis avec une maille un peu plus fine de la semaine sur le mois, puis avec une maille aussi encore plus fine, au quart d'heure près, personne per personne, qu'est-ce que va faire chaque personne. Et ça, c'est un problème qui est effectivement combinatoire, qui est compliqué, parce qu'ils ont 2500 personnes, parce qu'ils doivent travailler 24 heures sur 24, parce qu'il y a des compétences différentes, avec des tâches différentes. Et en fait, il y a aussi toute une problématique de Strategic Workforce Planning, parce que justement, puisqu'ils ont ce volume de travail
ils ont des clients qui leur demandent des choses bien précises avec des compétences bien précises. Il faut s'assurer que d'ici 3 mois, ils auront formé les personnes sur les compétences nécessaires, ils auront le nombre de personnes dans chaque géographie adéquat. Et au final, ce qu'on leur a proposé comme solution, et ça, c'est là que ça a vraiment fait se rencontrer le terrain et les RH, c'est une solution qui prend en compte les compétences de leurs employés, les demandes de leurs clients, fabrique un plan sur l'année, sur le mois, sur la semaine, donc à des granularités différentes, et leur fournit des recommandations, des suggestions de formation de leurs équipes, de recrutement à moyen terme. Et en fait, on est même allé jusqu'à leur proposer d'intégrer les demandes de congés de leurs employés, qui jusqu'alors étaient traitées en dernier. Maintenant, en fait, les employés peuvent exprimer leurs préférences. Alors, s'il y a besoin d'arbitrer entre la demande de congé d'un employé et les exigences de service, ils ont choisi de privilégier les exigences de service. Mais dans la pratique, on voit que dans 95% des cas, ça permet de satisfaire les préférences de congés des employés. Voilà. Donc, c'est un exemple pour montrer que, au final, les applications de l'IA qu'on rencontre souvent, le plus souvent, sont des applications qui viennent complémenter les fonctions RH et, ben voilà, et faire une sorte de gagnant-gagnant. C'est pour ça que ça peut être intéressant, au-delà du bénéfice propre aux RH, d'introduire l'IA dans les RH pour que déjà les RH s'approprient le sujet et puissent ensuite discuter avec tous les collaborateurs de l'entreprise. Merci beaucoup. C'est en effet un très bel exemple qui montre aussi qu'il y a des cas d'usage nouveaux qui apparaissent, puisqu'il y a quand même des situations où la quantité de données et les délais sont tels qu'un être humain seul ne pourrait pas accomplir ce que fait l'IA. Donc là, il ne s'agit même pas pour l'IA de remplacer l'humain, il s'agit pour l'IA d'apporter un savoir-faire que l'humain n'est pas capable d'avoir seul. Merci beaucoup, c'est passionnant. Je propose maintenant qu'on passe aux témoignages qu'on a donc de certains membres de nos groupes. Le premier, c'est celui de Pascal Bory, qui nous a donc rejoint comme expert RH indépendant, mais qui est l'ancien directeur de la stratégie RH de l'armée de l'air. Et il nous fait un premier témoignage de sa participation au groupe RH du Hub. Le groupe RH Hub France IA, c'est tout d'abord un forum d'échange entre spécialistes et experts des ressources humaines et experts de l'intelligence artificielle. Nous analysons à la fois ce qui se fait aujourd'hui en termes d'IA au service des RH, avec un regard très critique, mais nous pouvons aussi déterminer ce qui pourra se faire demain, car dans le domaine des RH, il y a encore énormément de possibilités pour intégrer l'intelligence artificielle au service de l'humain. Alors, Bruno, là, on voit quand même que Pascal insiste sur le fait que l'application de l'IA au RH est un peu un domaine sous-exploité. On sent que c'est un peu encore un vaste territoire inexploité. Et dans le même temps, actuellement, dans le règlement européen en cours de préparation, le AI Act, les RH sont qualifiés donc de domaines hautement sensibles. Donc l'application de l'IA au RH est high risk. Comment on va pouvoir explorer tout le bénéfice de l'IA au RH dans ce contexte? Quelle est ton analyse? Déjà, moi, je pense pas que c'est complètement aberrant que effectivement l'IA soit qualifiée d'un domaine hautement sensible, parce qu'on touche quand même à des problématiques qui touchent la vie quotidienne des gens. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, l'Union européenne, avec son groupe de travail et son projet de réglementation sur l'utilisation de l'IA, à mon avis, elle a vu juste en notant que tout ce qui touche aux ressources humaines doit être regardé de manière attentive. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est clair que ça va poser des problèmes aux entreprises qui fournissent des technologies qui sont des fournisseurs purs de technologies et qui pourraient
cette technologie être appliquée au RH, qui pourrait être appliquée à d'autres domaines. Mais on a déjà participé à un groupe de travail avec des gens de la Commission européenne où il y a justement ce genre de tracas qui a été soulevé. Une entreprise qui est du Hub qui expliquait, moi je fournis un logiciel de signature par signature vocale, par reconnaissance de l'empreinte vocale. Moi je fournis juste la techno. Pourquoi est-ce que c'est à moi de prendre en compte ces problématiques de haute sensibilité du fait que cette techno pourrait être appliquée au RH? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Effectivement, c'est une problématique, comme je disais, qui se pose typiquement aux fournisseurs de techno pure. Et là, je pense que la voie qui est prise par le Hub Francia, qui consiste à aller travailler avec le législateur pour en fait aider le législateur à y voir plus clair et à cibler dans sa réglementation les bons interlocuteurs, est sans doute une bonne démarche. Après, il y a les autres cas qui sont les cas d'application directe aux fonctions RH de techno d'intelligence artificielle, qui sont on revient sur les cas qu'on citait tout à l'heure, on vient fournir des services ciblés sur les RH. Et là, en fait, d'abord, il y a cette démarche qu'on constate, quand même, il faut être positif, qui consiste à fournir avant tout de l'aide à la décision, pas faire de la décision automatisée. On n'est pas dans un scénario à la Amazon qui, d'après ce qu'on lit, je ne sais pas si c'est vrai, mais à des programmes qui vont de manière autonome en fait prendre des décisions de licencier des gens, etc. Donc là, on n'est pas dans le système autonome, on est dans le système d'aide à la décision. Par contre, un point qu'on voit, c'est que au cours du développement de ces solutions, il y a un effort spécifique à faire pour justement bien éclaircir au moment de la définition du projet, puis au moment de sa mise en œuvre, les rôles des professionnels RH et les rôles du système d'intelligence artificielle qu'on va fournir. Je prends un exemple. Si on fait un système de recommandation de formation, par exemple, c'est encore plus vrai si c'est un système de dimensionnement d'équipe où on va éventuellement faire des recommandations de se séparer de certaines personnes. Il est important de convenir avec les utilisateurs RH que la décision leur revient. Et même typiquement, ce qu'on pourrait proposer, c'est ce qu'on fait nous souvent chez Decision Brain, c'est de ne pas dire voilà, on pense que c'est Jean-Michel qui devrait avoir une formation pour passer à tel échelon. Parce qu'en fait, au final, quand on regarde, Jean-Michel, il appartient à une équipe de 10 personnes peut-être. Et sur ces 10 personnes, il y a Jean-Pierre et Marie qui ont des compétences équivalentes. Et en fait, ce qu'on va dire, c'est au sein de l'équipe de jour qui fait du nettoyage de surface, on pense qu'il serait pertinent de former 2 personnes pour la manipulation d'engins. Parce qu'en fait, c'est ça la chose qui est importante, c'est on voit bien quand on regarde la perspective de travail qui se présente à l'entreprise, on voit quels sont les besoins. Et donc, c'est là que les logiciels qu'on fabrique peuvent apporter une plus-value. Et c'est le manager qui possède la connaissance et qui va peut-être dire, c'est vrai, d'ailleurs, je l'avais remarqué, et je pense que je vais même former 3 personnes parce que moi, je sais que, alors que le système ne sait pas que. Tout à fait. Donc, on voit bien que tout l'intérêt de travailler à la fois, je dirais, au niveau du contexte global avec la Commission, le législateur, et c'est vrai que le Hub Francia, par la voie de son groupe de travail banque, émis un position paper sur le AI Act à l'attention de la Commission. On a aussi travaillé avec Villa Numéris et La Poste sur une position conjointe sur le AI Act. Mais au-delà de ce travail global, il faut, en cas d'usage par cas d'usage, comme tu viens de le décrire, identifier les modalités d'articulation de la décision humaine avec la décision de l'IA. Tout à fait. Je propose qu'on passe au deuxième témoignage. Donc, c'est celui de Jean-Yves Allanet, qui est donc responsable des projets digitaux RH chez SNCF Réseau. Bonjour à tous. Donc Jean-Yves Allanet, je suis responsable des projets digitaux RH chez SNCF Réseau. Pourquoi as-tu rejoint le GTRH Hub France IA? Pourquoi? Parce que ça tombait pile dans mes fonctions
Le fait déjà d'aller chercher un groupe externe qui travaille sur les ressources humaines et aussi sur l'intelligence artificielle m'intéressait, puisque la plupart de mes projets intègrent de l'IA, quels que soient les domaines. Hein, que ce soit la gestion RH, que ce soit le développement des collaborateurs, ou que ce soit le pilotage. On intègre à chaque fois, enfin le plus possible en tout cas, de l'IA, tout ça pour bien sûr faire de la productivité. Sur quoi portent les travaux en cours? Sur quoi portent les travaux en cours? Alors je vais parler de mon service, parce que effectivement tous les travaux en cours dans le GT France, ils sont tous intéressants pour ma part. Mais moi, de mon côté, les travaux qui sont parallèles à ce groupe, notamment c'est l'intégration de l'IA dans le chatbot, dans le collaborateur virtuel de demain, où là, on est simplement à la préhistoire, on est encore tout au début, puisque l'objectif peut-être c'est d'avoir, voilà, derrière j'ai Amika qui arrive du CES, et d'avoir Amika derrière soi, qui peut répondre aux questions notamment RH les plus simples, les plus récurrentes, où la valeur ajoutée RH est minime, de façon à laisser du temps au RH. Donc je suis d'abord sur ces travaux-là. Après, bien sûr, on intègre d'autres outils digitaux, la réalité virtuelle. On a pas mal de projets là-dessus, RPA, l'automatisation de toutes nos tâches administratives, mais en fait c'est quand même dans notre service toujours sur le même objectif, et je vais le rappeler, simple, des questions simples, récurrentes et sans valeur ajoutée, où là on souhaiterait laisser Amika y travailler. Comment est-ce que tu y contribues? Ah, pas assez, certainement. Simplement, je pense que Camille va le regarder, il on ne voit pas beaucoup. Et c'est vrai que malheureusement, peut-être c'est de prioriser les actions. En tout cas, je relis, je lis bien sûr les comptes rendus. J'essaie d'y contribuer, ne serait-ce que comme aujourd'hui, quand je peux être libre. Malheureusement, c'est vrai que le Covid, là, il y a encore une réunion en présentiel et je ne peux pas y assister. Mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup. J'essaye de partager les idées. Il y a vraiment un groupe intéressant. Et donc, ma contribution est minime. Mais voilà, j'espère qu'il y a une petite valeur ajoutée à l'intérieur. Et qu'est-ce que le groupe de travail t'apporte? Ah, qu'est-ce qu'il m'apporte? Alors, beaucoup d'idées. En fait, quand j'écoute tous les intervenants, notamment, il y a vraiment, en plus on est dans des domaines très différents, donc ça permet de récupérer les idées. Je vois qu'on a les mêmes objectifs, hein, toujours pour notamment, je pense, à la gestion de temps, au recrutement, où on essaye de perforer au niveau recrutement, l'accueil, hein, je pense notamment au CES encore une fois, où on réussit à simuler des accueils avec des avatars, et là il y a plein de choses à exécuter. Là, la paye par exemple, où là il y a beaucoup de travaux récurrents où l'IA peut vraiment avoir sa valeur ajoutée. Je pense aussi au talent, à la mobilité des personnes, où là c'est à nouveau, on trouve des solutions, et grâce à ce groupe de travail, c'est vraiment très très intéressant. La QVT, alors le domaine est immense en QVT, notamment avec ce qui se passe avec le Covid, avec le télétravail, des exemples hyper précis comme intégrer le yoga dans nos rendez-vous Teams par exemple, grâce à des plateformes digitales, et puis le pilotage bien sûr, où là la performance, l'objectif évidemment, hein, c'est d'avoir une performance plus importante en ressources humaines, sans oublier une notion que je retrouve d'ailleurs dans les discussions, une notion assez éloignée des ressources humaines, qui est la notion de client et de client interne, qui est quand même une notion hyper importante. Bien sûr, sans oublier les instances représentatives, la rémunération, en tout cas il y a de multiples sujets auxquels j'essaye évidemment d'y participer, et puis une attente bien sûr avec ce livre blanc qui va bientôt arriver, sur lequel même notre président attend ce livre blanc. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup à vous, merci de m'accepter toujours dans votre groupe de travail, et puis je vous dis à bientôt. Voilà donc un témoignage de la SNCF. On est ravis
de ce magnifique bot qui a été développé par la SNCF, un bot qui est primé très largement et qu'on va certainement analyser plus en détail au cours des travaux du groupe de travail avec notre collègue Jean-Yves Allanet. On a d'autres bots qui sont développés dans les organisations membres du Hub et notamment celui de la Gendarmerie nationale. Et je me tourne là vers Emmanuel Vega, qui est donc chargé des projets IA à la DRH de la Gendarmerie nationale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce bot et puis peut-être plus largement sur ce qu'on a évoqué au tout début, c'est-à-dire l'accompagnement au changement, la conduite du changement quand arrive un projet IA dans une structure? En effet, tout comme la SNCF, la gendarmerie a entamé, en tout cas emprunté son virage de la transformation numérique depuis 3 ans, en adoptant en particulier un chatbot à l'attention de ses agents depuis 2 ans et demi. Et donc, je vous propose de vous en livrer un court rétex. D'abord sur l'opportunité de l'adoption, puisqu'elle est évidente pour nous et pour le gestionnaire en particulier, puisqu'on voit le gain de temps consacré aux gestionnaires qui vont pouvoir épargner toutes ces questions des agents. Mais elle n'est pas aussi évidente pour les agents finalement, puisqu'on leur demande de passer d'un interlocuteur humain à un robot conversationnel. Et donc l'adoption du chatbot, ça doit évidemment s'accompagner d'une stratégie de conduite du changement, en imposant une certaine discipline finalement pour les gestionnaires, puisqu'ils vont continuer dans les premiers temps du déploiement d'être contactés par téléphone par les agents, et ils vont devoir réprimer cette envie de leur répondre en leur disant « consultez d'abord le chatbot, et si vous n'avez pas la réponse, revenez vers nous ». Et ça, c'est la condition préalable indispensable finalement au développement du chatbot pour qu'il puisse emmagasiner de nombreuses questions et puis faire son machine learning pour étoffer son panel de réponses. Donc, d'abord, la conduite du changement dès le début avec cette discipline de toute la chaîne RH dans l'adoption du chatbot. Et puis ensuite, sur le gain de ce chatbot, il n'est pas forcément évident aussi, puisque on aurait tendance à promettre aux gestionnaires RH qu'ils vont gagner du temps et qu'ils vont réduire leur charge de travail. Et ce n'est pas vrai. Un gestionnaire RH, dans son quotidien, il ne va pas soudainement gagner 1 heure ou 2 heures de sa journée et partir à 16 heures au lieu de 18 heures. Ça, c'est irréaliste. Mais c'est un gain qualitatif, puisque tout ce temps consacré à répondre aux questions, sa tâche qui est hachée au quotidien par ses réponses des questions type FAQ sur étagère, il ne les a plus et son travail gagne en qualité. Mais c'est difficile à quantifier. Donc, le seul indicateur de performance d'un chatbot, c'est évidemment le nombre de questions et le nombre de réponses qu'il apporte, donc son nombre de sollicitations. Et donc, il est important, je pense, de partager les résultats du chatbot aux agents pour leur faire mesurer toutes ces questions dont ils ont été épargnés. Très bien, c'est tout à fait clair. Merci beaucoup. Et on va maintenant avoir le témoignage de votre collègue, le colonel Patrick Perrotte. Général désormais. Général, félicitations Patrick. Donc, coordonnateur de l'intelligence artificielle et chargé de mission stratégie de la donnée à la Gendarmerie nationale. La Gendarmerie a choisi de rejoindre le Hub FranceIA depuis maintenant un peu plus d'1 an. Pourquoi ce partenariat avec le Hub? Eh bien parce que nous avons voulu participer au développement d'une intelligence artificielle responsable, une intelligence artificielle de confiance au profit de tous. Nous travaillons aujourd'hui au sein du groupe IA et RH, l'IA au profit des ressources humaines. Et nous sommes en train de construire un groupe IA et territoire parce que nous souhaitons aussi diffuser l'intelligence artificielle au cœur des territoires. Concrètement, que faisons-nous dans ces groupes de travail? Eh bien, nous partageons des expériences, nous échangeons des savoir-faire, nous nous enrichissons mutuellement. Le groupe IA et RH est composé d'industriels, est composé de start-up, et c'est ce tout qui constitue la richesse du Hub FranceIA, au sein duquel nous sommes très heureux de travailler.
Merci pour ce témoignage. Je me tourne maintenant vers Vincent Prudhomme, donc de PwC, qui est donc membre du groupe RH. J'y reviendrai tout à l'heure. Vincent, qu'est-ce que t'inspire le témoignage du colonel général Perrotte, et notamment par rapport à la diversité des profils qu'on a au sein de ce groupe de travail? Est-ce que vraiment on peut s'occuper d'IA dans les RH avec des profils aussi différents? Oui, alors tout à fait. En fait, ce qui est bien avec ce groupe de travail, c'est que peu importe finalement la bande passante qu'on a, l'environnement d'où l'on vient, que l'on soit finalement institutionnel, industriel ou dans les services, en fait, n'importe qui peut participer, rejoindre le groupe, donner un peu de son temps pour euh, soit rédiger un article, un feuillet, participer sur des vidéos, on y reviendra, ou simplement apporter un témoignage, comme on l'a vu avec Jean-Yves Alanais. Voilà, donc en fait, il y a pas de restriction, il y a pas de prérequis non plus, juste l'envie de participer. Voilà. Merci, tout à fait. C'est vraiment la dynamique qu'on essaie d'insuffler. Et je propose qu'on passe maintenant précisément aux modalités de travail de ce groupe de travail, comment on s'y prend concrètement. Je vais là m'adresser à Geoffrey et avant tout faire une petite remarque liminaire. Vous voyez que là, on parle donc de notre partenariat avec PwC. Il faut savoir que c'est assez rare que le Hub Francia travaille en partenariat avec un cabinet de conseil, puisqu'en effet, on essaie vraiment de donner à nos membres, donc qui sont des entreprises, des collectivités, des startups, un environnement de confiance où ils peuvent en toute transparence partager leur retour d'expérience, parfois leurs difficultés. Et donc, on a à cœur qu'ils puissent le faire en toute tranquillité, sans risque d'être, je dirais, sollicités commercialement. Mais on constate aussi qu'il y a parmi beaucoup de cabinets de conseil une très très belle expertise en IA et dont on ne peut priver nos membres et l'écosystème. C'est pour ça aussi d'ailleurs que dans un autre programme qu'on pilote, le PAC IA, on a aussi des partenariats avec des cabinets de conseil. Et sur le GT RH, on est ravis d'avoir ce partenariat avec PwC dans un parfait alignement, je dirais, des intérêts à la fois de PwC et du Hub Francia pour faire avancer, accélérer les travaux du groupe. Peut-être que Geoffrey, tu peux nous en dire plus. Donc Geoffrey Skinazi-Alais, qui est donc manager au sein des équipes conseil, tu peux nous en dire plus sur la manière dont vous contribuez aux travaux du groupe. Oui, avec plaisir, Gaël. Donc, bonjour à tous. C'est vrai qu'avec Vincent, bah, nous, on travaille chez PwC. PwC, donc PricewaterhouseCoopers, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cabinet de conseil à dimension internationale et on a des enjeux stratégiques, bien évidemment sur la technologie et les ressources humaines. Et donc la preuve en image aujourd'hui, puisqu'il y a Vincent, avec nous aujourd'hui qui est spécialisé sur les problématiques RH et moi-même qui suis, spécialisé sur les problématiques, data et technologie. Et donc pourquoi, on est là, pourquoi on fait partie de cette belle aventure, c'est que, l'approche du Hub Francia, qui était de réaliser et qui est de réaliser un état de l'art, présent et futur sur, les différents use cases de l'intelligence artificielle appliquée au RH, bah, c'est particulièrement intéressant, de notre point de vue puisque soit c'est des problématiques qu'on a déjà rencontrées, chez nos clients, soit c'est des problématiques qui vont, c'est sûr, intéresser, les clients de par les différents enjeux métiers et les différents, use cases. D'une manière générale, au sein de PwC, on mène régulièrement des études prospectives sur différentes technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, l'IoT, la blockchain, la RPA. L'idée, c'est d'anticiper les transformations futures, et de les rapprocher, avec les différents enjeux métiers. Donc ça, c'est un peu la partie, technologique. Je vais juste repasser la main à Vincent, rapidement pour détailler un petit peu l'aspect, RH et après on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail sur les contributions, au groupe. Merci Geoffrey. Donc c'est vrai que ça s'applique aussi au milieu RH. Et donc chez PwC,
au sein de notre compétence People et Organisation, on est organisé pour répondre aux principaux enjeux de nos clients. On mène également des études sur ces enjeux RH, comme le développement de nouvelles compétences, comme l'organisation du travail et de ses nouvelles modalités, la mise en place d'une culture de l'apprentissage, et également la gestion, la planification des emplois et des compétences, pour ne citer que celle-ci, et bien sûr en transverse avec des travaux de conduite du changement, d'accompagnement au changement chez nos clients. Voilà tout ce qu'on sait faire sur les RH. Et donc, ça s'applique forcément à plein de sujets autour de la data, autour de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on travaille souvent en binôme avec Geoffrey. Exactement. Et donc, au-delà des aspects technologiques et RH qu'on vient d'évoquer, ce qu'on apporte aussi à cette aventure, c'est notre savoir-faire en termes de méthodologie de travail, de structuration et de rédaction de livres blancs, puisqu'on en a déjà rédigé un certain nombre. Et l'objectif, c'est d'appliquer ces méthodes de gestion de projet qu'on utilise lors de nos missions, donc dans notre quotidien, telles que un suivi hebdomadaire, l'organisation en sous-groupes, l'utilisation d'outils facilitateurs comme Google Drive ou Trello. Et ça permet également de faire monter en compétence le hub sur les méthodes agiles. Et j'espère que Gaël, tu vas bientôt pouvoir passer ta certification Scrum Master. Oui, certainement. En tout cas, en effet, tout le défi d'un groupe de travail tel celui dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment dans la durée, d'arriver à garder notre dynamique malgré les plans de charge des uns et des autres. Jean-Yves les a évoqués dans son témoignage. Il faut que malgré tout cela, nous arrivions collectivement à trouver ces moments de production ensemble. Et c'est vrai que toutes les méthodes que vous apportez sont absolument décisives. Je profite de ce petit moment pour indiquer à tous les participants de notre rendez-vous IA-RH de ce matin qu'ils n'hésitent pas à poser des questions dans le chat ou dans l'onglet questions. Nous prendrons un temps pour y répondre dès la fin de la présentation des travaux du groupe. Alors, peut-être que c'est le moment d'ailleurs de passer à cette première production. Donc, vous aurez compris que le groupe est au début de ses travaux. C'est une démarche qui s'initie. Nous allons aujourd'hui vous présenter le livret qu'on a appelé le livret 0, le livret initial, puisque comme l'a expliqué Geoffrey, nous avons décidé de ne pas produire un livre blanc monolithe pour lequel nous aurions travaillé des mois en chambre et en secret, mais plutôt une série de productions mensuelles que nous allons publier et présenter au cours de nos conférences mensuelles également, donc ces rendez-vous IA pour les RH. Et chaque livret, évidemment mis bout à bout, constituera une forme de livre blanc au final. Mais l'idée, c'est bien d'initier une démarche dynamique, incrémentale, collective, et de constituer dans le temps une forme de base de ressources permanente pour le collectif. Donc, ce premier livret, il va présenter, vous pouvez le consulter donc sur notre site iapourlesrh.fr, vous pouvez là le télécharger. Il présente un petit peu la méthodologie globale et le parti pris que nous avons au sein de nos groupes de travail et dont les témoignages et les interventions ce matin ont un petit peu expliqué la méthode et expliquer la vision. Ça, c'est donc le livret, je dirais, initial, le livret 0, et on aura ensuite des livrets organisés autour des principales macro-fonctions RH que nous avons reprises là à droite sur le slide, donc la gestion, le développement, le pilotage, avec toutes leurs sous-thématiques associées. On en a évoqué certaines ce matin. Et autour de ces thématiques, nous irons documenter à chaque fois des cas d'usage existants d'utilisation de l'IA pour les RH, en essayant autant que possible d'avoir des critères de description récurrents et systématiques pour faciliter l'appropriation de ces cas d'usage par les uns et les autres qui souhaiteraient
à leur tour les mettre en œuvre. Par ailleurs, nous allons évidemment aussi chercher à identifier les irritants métiers où nous pensons que l'IA pourrait apporter une solution alors qu'elle n'est pas encore utilisée. Nous l'avons vu avec le AI Act, nous l'avons vu avec la sensibilité des collaborateurs à l'introduction de l'IA. Il y a beaucoup de défis juridiques, sociaux à relever et c'est pour ça que nous pensons que collectivement, nous serons plus forts pour développer des nouveaux cas d'usage. Voilà, donc ce livret est accessible au site indiqué et nous vous invitons à nous rejoindre pour nous faire part de votre expérience. Vous le voyez, nous sommes donc déjà un certain nombre à apporter dans ce groupe de travail notre expertise, des structures très différentes, des startups, des compagnies, des entreprises à implantation nationale, mais d'autres aussi à implantation internationale. Et c'est là aussi que PwC nous apporte beaucoup de richesses avec ce potentiel benchmark hors des frontières de l'Hexagone. Donc, on vous invite vraiment à ne pas hésiter à nous contacter à l'adresse mail qui est indiquée pour nous faire part de vos cas d'usage et profiter de ceux que nous documentons. Voilà. Je ne sais pas si mes collègues ont peut-être encore envie de faire quelques remarques de pré-conclusion ou alors, Camille, nous pouvons passer peut-être aux questions. Est-ce qu'il y a des questions qui sont dans le chat? Bonjour à tous, merci Gaëlle. Alors en effet, on a quelques questions, donc si il n'y a pas de complément, je peux commencer par la première qui est de Fabien et qui nous demande quel lien pouvons-nous faire entre l'IA, les RH et le management? Alors, je vais laisser mes interlocuteurs répondre à cette question, mais j'en profite quand même pour présenter Camille Souillard, qui est chef de projet au Hub Francia et avec qui j'ai le plaisir de copiloter ce groupe de travail IA pour les RH. Voilà. Donc cette question, Bruno, Vincent, Emmanuel, Geoffrey. Pour la gendarmerie, concrètement, l'IA nous offre l'opportunité de développer différents outils au-delà du chatbot. Et je pense également à un outil d'aide à nos agents pour s'orienter dans leur parcours et finalement construire leur projet de mobilité. Cet outil, c'est une cartographie des postes disponibles aux quatre coins de la France et de l'outre-mer. Et lorsqu'ils la consultent, par un petit algorithme, on fait matcher leurs compétences avec les attendus sur le poste. Et donc, ils ont automatiquement, par exemple, un aperçu des postes sur lesquels ils sont les plus appropriés et ceux sur lesquels ils ont peu de chances d'être retenus parce qu'ils n'ont pas les compétences. Et donc, ça les oriente à ce moment-là vers des modules de formation pour acquérir ces compétences et les développer. Et donc, en fait, pour le manager, ça facilite grandement les choses en information, mais également en orientation. Et donc, on a des agents qui nous présentent des projets de mobilité qui sont bien construits, qui sont bien aboutis. Et le temps d'échange dans l'entretien de gestion, eh ben, en fait, il est vraiment de qualité, il est exaucé parce que le projet qui est présenté, il est cohérent. Et il y a encore quelques années, on faisait face à des projets qui étaient pas du tout en adéquation avec le profil de l'agent. Et donc aujourd'hui, finalement, ça libère un peu aussi la relation entre le gestionnaire et l'agent, puisque il n'y a pas forcément cette tension de devoir expliquer à un agent qu'il est à côté de la plaque ou qu'il va dans la mauvaise direction, mais on est justement dans une relation beaucoup plus bienveillante, débridée, du fait de cet outil qui est une belle interface entre le gestionnaire et les agents. Ouais, si je peux réagir là-dessus, je pense qu'il y a un point important justement parce que, comme on l'a dit, les RH, elles ont comme vocation d'accompagner toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise, mais on sait que
elles ont un rapport direct avec les managers. C'est la question qui est posée. Et ce qu'on voit, c'est que là où il y a un avantage, un intérêt justement à creuser cette piste, c'est quand on réfléchit en amont à un service qui peut être rendu au manager. Et je pense que c'est un très bon exemple dans la mesure où en fait là ce qu'on entend, c'est que les managers bénéficient directement de l'introduction de cet outil. Et bonne nouvelle, les collaborateurs aussi, les agents aussi en l'occurrence. Et en fait, ça marche bien, je pense, hein, mon analyse, hein, à brûle pour point, c'est parce qu'il y a eu justement cette réflexion en amont sur non pas appliquer l'IA pour appliquer l'IA parce qu'on a lu ça dans un cours informatique et que c'était intéressant, mais appliquer l'IA parce que ça se prête bien à un cas d'usage qui a été identifié avec donc, cette réflexion en amont. Et qui permet du coup en fait un gain de. En fait, les gains de l'IA appliqués au RH, ils vont pas forcément être financiers. On va pas pouvoir les mesurer financièrement. Ça va être des gains qualitatifs, comme l'a démontré Emmanuel Vegas. On gagne du temps, on gagne de l'efficience pour développer un nouveau service, dégager de la bande passante pour les agents. Et donc, c'est ce genre en fait de gains qui sont moins facilement mesurables, qui sont intéressants et qui vont permettre une bonne relation entre RH, manager et toute la donnée qu'on a pour servir ces différents cas d'usage. Geoffrey, je crois que Ouais, souhaitais intervenir. c'était juste pour compléter un tout petit peu et insister vraiment sur la conduite du changement qui est primordiale dans ce genre d'implémentation parce que notamment sur la mise en place d'un chatbot, il faut un réel accompagnement parce que c'est un changement des habitudes. C'est-à-dire que avant, la personne allait poser ses questions directement à une personne, à son manager, et il y a un shift vraiment de la façon de réfléchir et la façon de poser ces questions qui doit s'opérer et qui doit être accompagnée dans le cadre du projet pour aider les gens et les orienter pour dire OK, mais maintenant, pour la majorité de vos questions, vous avez la réponse directement sur le chatbot. Vous allez avoir la réponse plus rapidement et c'est pas au détriment d'une relation humaine, c'est une façon d'avoir ces réponses de manière plus efficace. Mais il y a vraiment un gros travail de conduite du changement et qui est présent à chaque projet qui implique de l'intelligence artificielle ou de la technologie d'une manière plus générale, qu'il ne faut pas sous-estimer pour pas manquer le coche lors de la mise en place de ce projet. Merci, tout à fait. On a d'autres questions dans le chat. Isabelle Galli, notamment, posait la question en début de conférence. Donc peut-être qu'il y aura besoin d'une remise en contexte. N'y a-t-il pas de logique possible? Les solutions intégrées de type plateforme et les solutions ad hoc hyper ciblées et pour lesquelles les RH vont faire un Lego. Et une deuxième partie sur les actes. Où mettons la responsabilité du système? Il y a eu un peu de lag, donc Camille, si tu pouvais nous répéter les questions, ça nous aiderait. Oui. Je ne sais pas si tu nous entends. Ouais, je crois que oui. Alors, peut-être si vous pouvez couper la Jabra. Moi, j'ai un écho, c'est peut-être ça qui... Sinon, je vais lire la question si tu veux, Ouais. j'ai pas de lag. Donc c'est est-ce qu'il n'y a pas deux logiques possibles? Les solutions intégrées de type plateforme et les solutions ad hoc hyper ciblées et pour lesquelles les RH vont faire un Lego. Et la deuxième partie, c'est sur l'AI Act, où est-ce qu'on met la responsabilité du système? Bah, je vais vite fait répondre sur la deuxième partie de la question. Le système n'a pas de responsabilité. C'est-à-dire, le système ne prend pas de décision. Le système a été fabriqué par des humains et il est opéré par des humains. Donc, et il a été commandé par des humains. Donc, il y a trois acteurs qui sont à chaque fois des humains, les donneurs d'ordre, les fabricants et les opérateurs.
Et je pense que c'est parmi ces 3 entités humaines qu'il faut répartir les responsabilités pour décider qu'est-ce qu'il est raisonnable d'attendre du système en tant que donneur d'ordre, qu'est-ce qu'il est raisonnable d'implémenter dans le système pour répondre à cette attente, et qu'est-ce qu'il est raisonnable, comment il est raisonnable d'utiliser le système pour, in fine, le mettre en œuvre au quotidien. Une réponse assez générique, mais je pense que c'est par là qu'il faut chercher. L'autre partie de la question, Ouais. pas si quelqu'un d'autre veut répondre sur cet aspect-là, mais je crois que l'autre partie de la question, c'était une dichotomie entre plateforme générique et réponse très ciblée. J'ai pas de réponse. Je peux peut-être apporter un élément de réponse. Donc, ce qu'on peut voir, nous, chez nos clients, souvent, les besoins, ils sont très ciblés, justement, et les clients veulent du coût humain. Et en fait, le coût humain, c'est compliqué, ça coûte cher, c'est difficile, ça demande beaucoup d'investissement. Alors que c'est vrai qu'on a des plateformes qui proposent déjà un service sur lequel il y a juste besoin de se brancher, généralement, et donc quand même avec de la conduite du changement derrière, mais qui sont quand même donc plus opérationnalisables. Et c'est là où il y a une différence entre les deux. Le client, il veut quelque chose qui lui est propre, alors que le fournisseur du service, il a essayé de faire quelque chose, au final, qui va pouvoir s'appliquer un peu à tout le monde. Voilà. Et comment vous gérez ces situations alors pour faire adopter par le client le système plus plateforme? On essaye de vraiment challenger les besoins et d'essayer de voir si finalement le coût humain, il y a vraiment une justification dans les faits, et si on ne peut pas simplement adapter une solution générique à son besoin, quitte à lui expliquer que pour le moment, c'est peut-être mieux pour lui de revoir ses ambitions à la baisse, que ça lui coûtera moins cher, que ce sera plus facile à adopter. Et voilà. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'on constate nous aussi chez Decision Brain, c'est-à-dire que souvent les gens font appel à nous quand ils ont atteint les limites de ce qu'ils faisaient à la main. Et quand on discute avec eux pour définir le projet qu'on va bâtir pour eux, on a une première phase qui est très grande, enfin très importante en tout cas en termes de valeur, qui est le recueil d'expertise. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui? Quelles sont les limites que vous rencontrez? Quelles sont les choses les plus importantes pour vous? Et une chose dont on s'aperçoit à l'occasion de cette phase de recueil d'expertise, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont exprimées comme des besoins, mais qui sont en fait juste l'héritage de leur manière de faire jusqu'alors. Et parfois, les choses qui pensent être des besoins sont en fait des limitations qu'ils héritent du fait qu'ils faisaient ça en bricolant avec 3 feuilles Excel. Et voilà, donc il y a une phase qui peut aboutir soit « Ah mais en fait, un truc générique nous va très bien », soit « Ah mais en fait, un truc générique ne nous va pas du tout ». Et on insiste vraiment pour avoir quelque chose de beaucoup plus coût humain. Et après, voilà. Et là, ils vont s'orienter justement soit vers quelqu'un qui leur fait un truc générique, qui leur adapte quelque chose de générique, soit quelqu'un qui leur... Même si cette personne qui leur fait quelque chose de coût humain, lui-même a bâti en interne des modules plutôt génériques, mais verticalisés par métier, pour ensuite que l'addition ne soit pas trop forte pour le client. Alors, je reprends la parole en espérant que vous m'entendrez mieux. Cornelia nous demande quelle est la ligne rouge à ne pas franchir dans les usages de l'IA dans les ressources humaines. Si je peux me permettre, moi je démarrerai juste la réponse à cette question en disant que la ligne rouge, c'est la transparence. Et tout ce qui est initié, ne serait-ce qu'au stade embryonnaire de projet, ça doit être partagé, en tout cas pour ce qui nous concerne, avec notre corps social, avec nos 100 000 gendarmes, et ne pas prendre une direction où on ait d'ores et déjà le sentiment qu'il ne faille pas communiquer ou pas en parler parce qu'on a le sentiment que c'est trop sensible, trop touchy.
Et donc, la ligne rouge, en tout cas pour nous, au sein de l'institution, c'est la transparence. Et ensuite, ça se traduit et ça se décline par l'application stricte du RGPD, avec la communication vers nos agents sur les algorithmes qui sont utilisés dans le cadre de leur éventuelle mobilité, le moteur de ces IA qui leur est partagé s'ils souhaitent le consulter. Et donc, dans cette relation, on a le sentiment que les choses sont bien acceptées, bien reçues et bien adoptées. Vous avez d'ailleurs, je crois, à la Gendarmerie nationale, une très belle newsletter où vous communiquez de manière très large et transparente sur l'utilisation de la data et de l'IA au sein de l'institution. Et c'est vrai que au début, on l'a perçu comme quelque chose de très courageux aussi de pouvoir être aussi clair et transparent sur tout ce qui est fait en matière de data et d'IA. Mais c'est vrai que ça fait partie de manière essentielle de votre vision de la manière de faire adopter aussi l'IA dans votre institution. Tout à fait. Le service de la transformation, où sert justement le général Perrotte, publie, et c'est d'ailleurs accessible en open source, un newsletter Culture IA qui permet d'abord à nos agents de se cultiver et de développer un peu leur connaissance, leur appropriation de cet univers avec des enjeux multiples, mais finalement aussi d'adopter et de s'approprier les enjeux et donc de les faire leurs. Tout à fait. On a le plaisir de relayer cette newsletter dans celle du Hub. Est-ce qu'il y a d'autres réactions à la question de notre auditrice? Je pense que la réponse qu'a donnée Emmanuel est quand même très éclairante. Parce que, à la base, la question où la ligne rouge doit-elle être placée, c'est une question qui s'adresse au corps social en entier, à la société. Et c'est évidemment pas les fournisseurs de solutions ou même les utilisateurs qui sont les premiers qui doivent y répondre. Par contre, ils doivent se conformer à ce que l'ensemble de la société identifie comme des valeurs importantes et mener en interne cette démarche de consultation et de transparence pour que, après que la société dans son ensemble a défini quelles étaient les valeurs importantes, à l'intérieur de l'institution ou de l'entreprise, il y ait ce même dialogue qui se noue pour que, ensemble, l'entreprise, avec les interlocuteurs sociaux, typiquement, dans une entreprise, puisse définir quelles sont les choses où la ligne se place, quoi. Et je vais peut-être rebondir une dernière fois. Pour moi, en fait, il y a la ligne rouge, si on veut vraiment la placer, à partir du moment où on est sur des solutions IA commandées par des humains, pour prendre vos propos, développées par des humains pour des humains, en fait, c'est beaucoup de bon sens. C'est à partir du moment où l'humain va se dire, justement, c'est peut-être un sujet sensible, où je me questionne vraiment sur l'utilité de développer tel ou tel service, sur l'utilisation de la donnée, est-ce qu'il n'y a pas un détournement qui va en être fait? C'est à ce moment-là qu'il faut. En fait, s'il y a une question, si on est troublé par une utilisation possible, je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut mettre le stop. Voilà. Alors, la question suivante nous vient du général Perrotte, qui nous présente ses compléments pour ce colloque des plus intéressants. Et il demande comment accompagner le personnel dans l'utilisation de chatbots. Cela demande-t-il un temps de formation? Y a-t-il un risque de perte ou de dégradation de la relation humaine? Est-ce que peut-être PwC, vous avez des retours d'expérience de vos clients là-dessus? Oui, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, hein, sur évidemment, il y a un temps de formation et il y a un temps de conduite de changement. Puisque un chatbot, c'est encore une fois, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de façon de réfléchir. Et je dirais pas qu'il y a un risque de dégradation de la relation humaine parce que, en général, un chatbot, ça permet de répondre à des questions
assez simple sur voilà, comment je trouve des informations sur mes évolutions de carrière, comment je trouve qui dois-je contacter pour telle question. Et ça, c'est plus des questions, on va dire qui apportent pas une véritable réflexion, une véritable valeur ajoutée que peut fournir une personne des ressources humaines. Et justement, c'est un peu l'objectif de tout projet IA ou d'automatisation, c'est de dégager du temps des opérationnels sur des questions simples, sur des tâches simples, pour qu'ils aient plus de temps à consacrer sur des tâches compliquées et des tâches de réflexion. Et donc, pourquoi je pense que ça génère pas de dégradation de relations humaines? Parce que la relation humaine, elle va toujours être là sur les sujets de fond et sur les sujets plus complexes. Et donc un opérationnel, il va aller voir ses RH pour avoir des réponses à des questions, plus poussées, où là, le chatbot, ne pourra pas répondre, sur la gestion de carrière, mais vraiment, en termes de réflexion. Par contre, le chatbot va pouvoir fournir des réponses très rapidement à des questions, basiques et simples. Et donc c'est pas la même approche. Il y a pas de dégradation parce que, enfin, à mon avis, parce que l'opérationnel va toujours aller voir ses RH, mais pour des sujets, plus poussés, et il va trouver les réponses à ces questions très rapidement, sur des questions vraiment très basiques. Tu veux ajouter quelque chose? Bah, ce que j'entends, c'est que la clé dans la mise en place d'un chatbot, puis c'est l'exemple qu'on prend aujourd'hui, pour éviter l'intégration des relations humaines, c'est de clairement positionner le rôle du chatbot en termes de base documentaire, par exemple. Et une fois que les attentes sont clairement positionnées, aussi bien les gestionnaires de ressources humaines que les utilisateurs du chatbot sauront quels sont les rôles qui sont affectés. Et à contrario, si on laissait un flou, voire on laissait imaginer qu'en fait on ne parle pas à un chatbot, mais on ne sait pas trop si on parle à un chatbot ou vraiment à une personne, là je pense que s'instaurerait un petit hiatus. Il y a 2 semaines, j'étais à Singapour, j'ai visité une sorte de jardin des plantes. Et comme on est là-bas aussi en période Covid, le port du masque restait obligatoire, etc. Et il y avait un petit robot qui se déplaçait dans les allées et qui rappelait aux gens qu'il fallait mettre le masque. Euh, je ne sais pas si le robot était autonome ou s'il était piloté par quelqu'un à distance. Je ne sais pas si ce robot répétait régulièrement le message « pensez à mettre le masque » ou repérait des gens qui n'avaient pas le masque. Je ne sais pas comment ça se passait. Et je pense que c'est de là que venait le malaise que j'ai ressenti. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans quoi on est? On retombe sur la nécessité de transparence, la nécessité de clairement définir quelles sont les attentes et les rôles. Alors, une autre question de Wattila qui nous dit, lorsque c'est un chatbot maintenu par les métiers eux-mêmes, comment les rendre autonomes sur la maintenance en sachant que ce ne sont pas des métiers techniques? J'ai pas d'expérience particulière sur la question, donc la question est comment. C'est sur la maintenance. Voilà, comment rendre autonomes les services chargés de la maintenance, sachant que ce sont des services métiers et non pas des services techniques. Tout à fait. Question complexe. Si on n'arrive pas à y répondre aujourd'hui, on l'emmène dans nos travaux futurs, parce qu'en effet, il sera essentiel de travailler ce sujet aussi. Alors peut-être voilà, du bot ou des agents conversationnels liés aux métiers techniques. On sort peut-être des RH, mais c'est un sujet qui nous préoccupe. On a beaucoup de nos membres qui souhaitent qu'on travaille les questions de Industrie 4.0, de maintenance, et on sait que les bots ont un rôle décisif à jouer, tous les bots techniques.
donc au-delà de la relation client au sens large comme on le voit aujourd'hui. Je ne sais pas, Geoffrey, si toi tu as peut-être des premières pistes sur ce sujet-là en réponse à la question. Alors, pour donner quelques idées, mais le, en fait, un bot, ça se construit avec les métiers et l'IT, puisqu'il y a tout le développement on va dire de la technique. Par contre, ce sont les métiers qui savent qui connaissent les cas d'usage qui vont faire travailler le bot et le faire progresser en fait dans son apprentissage. C'est pas l'équipe IT qui connaît toutes les questions auxquelles doit répondre le bot. Donc pour moi, c'est vraiment un projet commun, puisque les métiers et l'IT doivent travailler de consort pour pouvoir faire progresser le bot. Une fois que le bot il est créé, derrière, vous allez nourrir un certain nombre de cas d'usage. Après la maintenance du bot en lui-même, je ne la confierai pas à une équipe métier unique, parce que derrière, pour X raisons, le bot il fonctionne plus ou il répond à côté ou on est toujours obligé d'avoir une équipe IT, derrière, pas forcément, qui est là en permanence, mais c'est pas le métier qui va pouvoir faire des corrections sur on va dire le programme, du chatbot. Les 2 vont de pair, on peut pas travailler l'un sans l'autre, mais en fait, ça va dépendre de ce qu'on entend par maintenance. La maintenance technique, d'un chatbot ou d'un outil, c'est pas le métier qui va le faire. Donc il faut bien avoir, en tête que c'est quelque chose qui se fait en conjoint. Je pense que Emmanuel, sur la partie, gendarmerie, ça s'est fait de cette manière-là, en tout cas j'espère, et la maintenance, elle peut pas être faite uniquement par des métiers. Oui, donc on est plus sur la maintenance du bot que le bot pour la maintenance, hein. Emmanuel, donc comment vous maintenez vos bots? Comment ça se passe à la gendarmerie? Alors, le métier a un tableau de bord très, très intéressant pour mesurer divers indicateurs d'utilisation du bot et également mesurer les sujets qui sont posés. Et suivant la période de l'année, on a des sujets qui sont différents et ces tendances sont intéressantes pour éclairer le manager. Ça, c'est une parenthèse. Pour son entretien et sa maintenance, il faut quand même, en effet, mesurer cette charge de travail, de suivi des questions incomprises, d'enrichissement de la base à partir de questions, mais qui sont encore dans un état un peu pas suffisamment développé ou comprises par l'outil pour pouvoir générer de nouvelles réponses. Donc, il y a un accompagnement, en tout cas, du métier derrière pour étoffer la base. Et cet accompagnement, il est directement corrélé avec le taux de compréhension du chatbot. Et quand on voit que le taux de compréhension descend doucement, c'est que ça mérite de la mise à jour. Il y a peut-être des informations qu'il faut actualiser. Et donc derrière, il faut quand même anticiper ce soutien au chatbot. Et évidemment, comme le disait Geoffrey, la technique a aussi son rôle à jouer pour accompagner le développement de l'outil et puis lui apporter aussi de nouvelles fonctionnalités. J'ai en tête le ticketing qui permet également, lorsque on arrive au bout de la capacité de réponse du chatbot, que l'utilisateur puisse poser une question propre le concernant avec la possibilité d'être recontacté par le métier pour lui apporter sa réponse individualisée à laquelle le chatbot n'a pas répondu. Voilà pour le back-office du chatbot. Merci beaucoup, je pense que c'est très clair. On a une nouvelle question d'Isabelle qui nous dit qu'on a beaucoup évoqué la notion de conduite du changement, car il y a un changement de paradigme. Et donc, elle nous demande le ou lesquels paradigmes. Ouais, je peux apporter un premier élément de réponse.
on passe en fait d'un monde où on avait une gestion individualisée. Je suis collaborateur, je suis agent, je pose ma question à un représentant qui m'est dédié. On peut le faire maintenant de masse. On se nourrit de toutes les informations qui sont remontées. On industrialise un peu la façon de pouvoir y répondre. Ça s'enrichit. Et donc, le paradigme, il est là. C'est de la gestion individuelle, je peux faire de la gestion collective. C'est mon premier élément de réponse. J'ajouterais qu'aujourd'hui, on a une information qui circule à une vitesse folle et on a également de la part des agents une exigence d'instantanéité de la réponse et de fiabilité, puisque le partage des informations se fait rapidement. Lorsqu'elles sont discordantes, tout de suite naît un sentiment de soupçon, d'opacité. Et le chatbot a cette qualité de répondre instantanément, en tout temps, en tout lieu, à des réponses qui sont fiabilisées et qui sont vraiment vérifiées avant d'être entrées dans la machine. Et ce qui fait qu'on peut apporter immédiatement un sentiment de clarification, de clarté en tout cas, dans les réponses apportées et de répondre à cette dynamique d'instantanéité que j'évoque. Et si on va au-delà des chatbots, hein, excuse-moi Geoffrey, si on va au-delà des chatbots, le changement de paradigme, en fait, il rejoint le changement de paradigme du moment où on passe d'un traitement manuel à un traitement automatisé, à savoir qu'il y a certains traitements qui étaient faits à la main, peut-être pas toujours de la même manière, suivant certains cas. Et si ces variations n'ont pas été capturées au moment de la définition du système, ils vont être faits toujours de la même manière, c'est le propre d'un système automatisé. Et plus généralement, le fait de définir une répartition des rôles entre le système et les professionnels entraîne un changement de paradigme qui nécessite un accompagnement ou au moins une définition claire au départ du changement. Et alors là, on parle des professionnels des RH, mais quand c'est un système qui touche plusieurs services dans l'entreprise, ça touche aussi évidemment ces autres services. Et au final, on retombe sur la nécessité d'avoir une définition claire et encore mieux de la transparence dans la mise en œuvre. Geoffrey, tu souhaites intervenir? C'est pour compléter, pour effectivement également, comme vient de dire Bruno, pour extrapoler un petit peu au-delà du chatbot, pourquoi il y a changement de paradigme et nécessité de conduite du changement, c'est que dès qu'on veut faire un projet sur de l'automatisation avec de la RPA par exemple, ou de la mise en place d'intelligence artificielle, ça fait un petit peu peur aussi aux équipes métiers par moment. C'est-à-dire qu'ils peuvent se sentir, ils ont un petit peu peur d'être remplacés. Et ça passe par un gros travail de conduite du changement pour rassurer, ce que je disais un petit peu tout à l'heure sur le fait que le but, c'est pas de remplacer les personnes par des robots ou de mettre en place une intelligence artificielle qui va faire leur travail. Le but, c'est encore une fois de se focaliser sur des tâches qui sont à faible valeur ajoutée pour faire gagner du temps aux équipes opérationnelles pour qu'elles puissent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et ça, c'est quelque chose de primordial pour l'avoir vécu dans différentes missions que j'ai pu mener au sein de nos clients. Le message clé à faire passer, c'est voilà, on est là pour améliorer votre journée de travail, on est là pour simplifier votre journée de travail, pour vous enlever des tâches qui vous prennent du temps et qui vous apportent rien, et pour que vous puissiez vous focaliser sur des sujets beaucoup plus intéressants. Et ça, c'est vraiment un point clé sur chaque projet qui touche à l'IA, à la RPA, etc. Et en fait, je prolongerai ce que Geoffrey vient de dire en disant que cet attachement à la transformation, contrairement à un remplacement, il existe aussi sur des projets où on s'adresse à des activités qui ont une valeur ajoutée plus importante. Ce qu'on voit, c'est que quand on propose à quelqu'un qui doit faire un planning et qui aujourd'hui prend 3 jours pour faire le planning, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de paramètres, il y a une grande quantité de données,
et qu'on lui propose un système qui va lui proposer un planning en 3 minutes au lieu de 3 jours, et bien en fait, cette personne, elle va pas juste prendre le planning tel qu'il est, elle va profiter du gain de temps pour ensuite pouvoir explorer plusieurs pistes, parce qu'elle a toujours des leviers d'action, et elle va faire le planning non pas en 3 minutes, mais en 3 heures, parce qu'elle aura pris le temps d'explorer plusieurs pistes, d'engendrer plusieurs plannings qui correspondent à différentes hypothèses. Et voilà. Donc là, on est même dans, je veux juste dire, même dans des tâches qui ne sont pas des tâches à faible valeur ajoutée, on peut dégager de l'intérêt pour les personnes qui utilisent le système. On a une dernière question, je crois. C'était la dernière question. Une question. Je crois que c'est là. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous pour toutes ces contributions à ce deuxième rendez-vous IA pour les RH, donc du groupe de travail RH du Hub Francia. Merci aux participants présentiels et aux participants distanciels dans ce monde post-Covid. Et alors, donc, on aura maintenant un deuxième rendez-vous IA pour les RH qui se tiendra le 24 mars à 16 h et nous aurons le plaisir de le tenir au sein du salon Solutions RH. Donc, vous pourrez nous retrouver là-bas. On sera certainement encore dans un format hybride et on vous parlera des suites du travaux du groupe de travail RH. Merci beaucoup et à très bientôt. Normalement, on fait comme ça avec les feuilles de papier. J'attends que ça soit terminé.